Salut tout le monde et bienvenue à Angle mort du lundi, comme d'habitude, en version vidéo. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que, contrairement à mon habitude où je fais un rebond sur Tout le monde en parle, ce qui aura lieu cet après-midi avec l'équipe de Bouchard en parle. Donc, cette portion-là de ce que j'ai à raconter aujourd'hui va se faire au FM 93. Vous pouvez toujours écouter, d'ailleurs, ce que je fais là, du lundi au jeudi, mes chroniques. Soit que vous allez sur marcvollard.com sous la section « En ondes » ou directement au FM 93. Aujourd'hui, je reviens sur le fait qu'Éric Duhem se lance officiellement en politique. Je vais parler des 3 défis que Éric a par rapport à ça. Je vais vous faire d'abord une petite mise en situation. Éric Duhem n'est pas un étranger pour moi, bien au contraire. C'est quelqu'un avec qui j'ai commencé à travailler en décembre 2018 et on m'a offert d'être avec lui à temps plein, ce que j'ai fait à partir de janvier 2020. Donc, grosso modo, il y a à peu près 1 an de ça, on a travaillé ensemble jusqu'aux fêtes de l'an passé, ou vers la mi-décembre, où pendant 1 mois après, j'ai animé, puis après, c'était la fin de mon contrat. Éric était ironiquement mon voisin dans le quartier des spectacles. On s'était croisés à quelques reprises. Je connaissais plus son chum, que je voyais des fois sa terrasse en haut. Et puis voilà, sans plus. Et il était au FM 93, mais je ne l'écoutais pas, je ne le suivais pas, je savais c'était qui le personnage, mais... Et vice-versa d'ailleurs. Et puis à un moment donné, j'ai fait du remplacement de son co-animateur, puis la sauce a pogné. Et puis voilà, on a passé 1 an de temps ensemble et on est encore en contact, je dirais, comme relativement fréquent parce qu'on avait un podcast ensemble que vous pouvez voir d'ailleurs dans mes affaires. On a fait 2 épisodes. Puis on s'apprêtait à en faire un épisode à chaque 2 semaines. Puis là, bon, encore, ça a reconfiné. Puis on s'est dit, on fait tout ça avec des masques et tout. On a préféré passer notre tour. Je ne sais pas si on va le reprendre, compte tenu qu'il a changé de chapeau. Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, c'est très ironique parce que ce que je vais faire, c'est ce que je faisais avec Éric. C'est-à-dire qu'on passait tout le temps des moments, puis on aimait ça, donner notre point de vue sur la politique en général. Puis là, maintenant, ben, c'est Éric qui va être l'objet de ça. Donc, j'ai pensé à 3 défis que Éric va avoir dans sa mise en nomination. C'est-à-dire que là, lui, ce qui est arrivé, c'est que le 15 octobre, Adrien Pouliot, l'ancien chef du Parti conservateur du Québec, a démissionné. Donc, il va rester en poste jusqu'au congrès du parti qui est le 17 avril. Donc, si quelqu'un se présente contre Éric, ben, il y aura une course, mais techniquement, je pense qu'il n'y aura personne. Puis de toute façon, je suis convaincu qu'il va gagner parce qu'il y a un très fort following, là, notamment sur les médias sociaux. Ça fait que donc, il devrait normalement devenir le chef du Parti conservateur du Québec en date du 17 avril et après ça, se présenter pour être élu et faire une grande première, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu aucun député à l'Assemblée nationale du Parti conservateur du Québec. Question que j'avais posée dans le temps à Adrien Pouliot quand on l'avait reçu, en lui disant comment on fait pour avoir une marque de commerce aussi forte que le Parti conservateur. Je veux dire, de tout temps, il y a les conservateurs, les libéraux au Canada. Là. On entend ça depuis qu'on est né. Vous avez une marque qui s'appelle le Parti conservateur du Québec, puis vous ne dépassez pas les verts. 1,46 % aux dernières élections, tu fais comme bon. Ça fait que s'il y en a un qui peut jolter ça, comme on dit, là, puis booster ça, c'est Éric, bien entendu. Donc, pour terminer la parenthèse personnelle, sachez que Éric et moi, on était loin de s'entendre sur tout. Je ne suis pas conservateur par nature, mais je ne suis pas contre ça non plus. Puis ce qui me plaisait particulièrement, c'était la qualité de débat que j'avais et que j'ai encore avec lui. Donc, on peut reprocher bien des choses à Éric, on peut être en désaccord avec lui, mais chose certaine, le débat avec lui, il est réel. C'est pas un débat d'insultes, ça n'existe pas chez lui, ça. Ça fait que, puis il m'a jamais demandé, genre en micro fermé, « Hey, tu diras ça, je vais dire ça. » Zéro. Si je n'étais pas d'accord, j'étais pas d'accord, il était ravi de l'entendre. C'est que ça, moi, je vais vous dire, s'il y a une affaire qui manque, c'est bien ça. Et on avait ça et on va le poursuivre peut-être. Ça va dépendre de son choix là, qu'on continue notre podcast ou pas. Moi, évidemment, ça m'intéresse. Les 3 défis d'Éric, c'est les suivants. Le premier, il y a un défi qui s'assimile beaucoup. Moi, vous n'êtes pas sans savoir que je suis très, très collé à la France tous les jours en termes de journaux, d'actualité, des émissions d'affaires publiques. Je suis très crinqué de la France. J'aime pas le pays particulièrement, mais j'aime leurs commentateurs, j'aime les politiciens. En un mot, j'aime comment ils parlent. Vous aurez compris que ce qui m'attire beaucoup, c'est le parler français. Comme je dis tout le temps, tu écoutes Olivier Besancenot du Parti anticapitaliste, puis quand il finit de parler, tu fais « lui, il a raison », puis après, tu écoutes Marine Le Pen du Rassemblement national, tu fais « elle a raison ». Ils ont toutes raison parce que ça se dépasse bien. Bon, je suis sensible à ça.
Donc, il y a un défi qu'Éric a qui est, excusez-moi, il y a un défi qu'Éric a qui est que tout comme Marine Le Pen, on va avoir tendance de un à le diaboliser, puis il va falloir qu'il se dédiabolise d'une partie de ses abonnés, d'une partie de ses fans. Parce que tout comme Marine Le Pen, quand tu l'écoutes réellement, c'est pas raciste, c'est pas particulièrement... Elle est jugée très sévèrement par les médias plus de gauche. C'est une opinion par rapport à l'immigration, par exemple, qui se défend. À vrai dire, de ce temps-là, Macron est en train de prendre un virage totalement à l'image des Éric Zemmour et puis de tous ceux qui étaient vus comme des parias, puis qui en réalité sont en train quasiment de leur voler leurs phrases. Ça fait que c'est assez ironique à voir. Ce qui nuit beaucoup à Marine Le Pen, c'est pas autant ce qu'elle a déjà dit, parce que ça se démocratise de plus en plus, ou ça se réalise, on dira, c'est qu'elle a effectivement dans son sillage des vrais racistes qui viennent polluer ses médias sociaux, etc., puis qui font en sorte que il s'agit de focusser sur une partie des gens qui la suivent pour tout à coup l'accuser d'être exactement comme eux. Éric va avoir le même problème. Parce que, de par la radicalité de certains de ses points de vue, il amène des gens qui trouvent une chambre d'écho là-dedans puis qui ne le retrouvent pas nulle part ailleurs. Donc, par exemple, Éric sort faire une marche contre le masque obligatoire. Bien entendu, il y a un côté de la bien-pensance qui dit « il est anti-masque », puis il y a l'autre côté des complotistes qui font « yes, enfin quelqu'un dans l'espace public qui dit que le masque c'est de la merde ». Ça fait qu'il va falloir qu'il se démêle là-dedans. En un mot, il va devoir faire un choix, puis stratégiquement assumer, de perdre des électeurs pour se dissocier de certains fans qui vont faire un bruit négatif, puis qui vont polluer une partie de son image. Ça, c'est un vrai défi, parce qu'il ne l'a pas fait à date, parce qu'il n'a pas eu à le faire. En ondes, Éric peut tout à coup savoir très bien qu'il y a des gens qui font des commentaires auxquels il ne s'associe pas lui-même, mais c'est des codes d'écoute à la rigueur, puis c'est du monde. C'est comme on peut s'en foutre un peu. Là, maintenant, il y a besoin d'être élu. C'est qu'il y a des gens qui vont arriver avec un parti pris puis une autre grille d'analyse très différente, puis qui vont ne pas être des auditeurs qui, à la rigueur, ils ne nous écoutent même pas, puis on s'en fout. Là, chaque vote compte, puis il y a toute une dynamique dans laquelle tu te dis, est-ce que quelqu'un qui s'apprête à voter pour moi nuit à ma marque parce que c'est quelqu'un à quelque part que je ne veux pas m'associer. Il ne dit pas comme moi. Il embarque avec moi, il va chercher chez moi une partie de ce que moi j'avance, mais au final, je ne m'associe pas à sa démonstration. Ça fait qu'il y a comme beaucoup de ces agents polluants-là qui peuvent entourer Éric, qui vont il va devoir avoir une prise de position à faire. Ou il va faire comme Donald Trump, puis il ne va rien dire, puis il va dire « moi, c'est des fans », puis les fans, je les aime, etc. Mais à ce moment-là, tout comme Trump, son image se dégrade. Alors que dans la réalité, le discours d'Éric, je vais en revenir plus tard, il y a des choses qui m'apparaissent problématiques, mais ils sont valables. C'est très valable. Donc ça, c'est le premier défi. C'est un vrai défi que tu n'as pas quand tu es dans les médias, parce que tout ce que tu veux, c'est quelqu'un qui clique « oui, je l'écoute », mais que tu as quand tu as besoin d'être élu, puis quand tu as besoin de faire passer un discours qui, à quelque part, veut rassembler un maximum autour des idées en question. L'autre, vous l'aurez deviné, c'est la porte à côté, c'est-à-dire qu'Éric Duhaime va avoir beaucoup d'ennemis dans les médias. Il va avoir des ennemis à Montréal, un après l'autre. Alors, bien entendu, on soupçonne qu'il va se présenter à Québec, où il y a un fonds de commerce de radio plus important, puis il va avoir des ennemis dans les médias. Alors, est-ce que la question, ça va être de polariser ce débat-là en faisant comme il fait à l'occasion, c'est-à-dire en faisant littéralement des mises en demeure envers Patrick Lagacé ou d'autres journalistes qui ont dit des choses à son sujet qu'il trouve inacceptables? Est-ce qu'il va, comme tout le temps, aller au front en disant « t'as dit ça à mon sujet, c'est épouvantable, donc t'insultes mes électeurs ». C'est un point de vue tout à fait valable, stratégiquement aussi qui se peut. Ou au contraire, il va se rallier à certaines personnes qui, comme moi, le connaissent, sont pas d'accord avec une partie de ses idées, mais sont capables quand même de valider le gars. Moi, je ne deviendrai jamais un gars qui va tout à coup dire « Oh mon Dieu, ça paraît mal d'être proche d'Éric Duhaime ». Jamais. Parce que j'accepte le débat qui vient avec la relation. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a du monde pour qui, puis croyez-moi, dans le showbiz, puis dans le journalisme en général, il y a beaucoup de « qu'est-ce que mon ami journaliste va penser », puis « qu'est-ce que ma crowd, qui est complètement de l'autre bord, va penser ». Ça existe, inquiétez-vous pas, ça existe. C'est dans tous les milieux, puis c'est dans le milieu aussi des coms, on va appeler ça. Donc encore là, Éric a un défi, c'est-à-dire de se coller, d'essayer de rallier des gens dans les médias à Montréal qui ont de l'influence, puis qui vont trouver chez lui un interlocuteur, Bernard Drainville par exemple, qui ne va jamais, je ne crois pas, il a travaillé comme moi Bernard, il était co-animateur à Éric,
Je ne pense pas jamais que Bernard Drinville va se mettre tout à coup à honnir Éric Duhem. Donc, ça devient un peu un allié. C'est quelqu'un que tu peux inviter, que tu vas avoir en entrevue, que tu vas coaxer, mais tu sais, ça va faire un débat où il va continuer à casser du sucre sur Patrick Lagacé en se disant « Ma gang à moi n'aime pas Lagacé, c'est que plus Lagacé me déteste, meilleur c'est pour mon fonds de commerce. » C'est son choix. Il y a une stratégie possible en arrière de tout ça, puis il n'y a pas de malhonnêteté dans un cas comme dans l'autre. Des fois, ça peut être un choix personnel de dire « Ben moi, voici comment j'ai le goût d'avancer mes affaires. » Dans un troisième temps, là, Éric a un vrai problème qu'il ne sait pas. Alors, il va bien entendu écouter cette capsule-là, puis je suis bien content. Il y a un problème qu'il ne sait pas. Je prétends qu'il ne le sait pas. C'est que Éric est un conservateur à tendance libertarienne. C'est-à-dire qu'il pense que la liberté individuelle, au final, est quand même meilleure, même pour le collectif. La pensée libertarienne, en résumé, ça vient des États-Unis, puis c'est de dire que tout ce qu'il y a dans la Constitution américaine doit être respecté, mais rien d'autre. Donc après ça, il faut que ça tombe dans d'autres instances, les communautés, les écoles, les églises, etc. Le gouvernement doit faire le strict minimum, puis laisser aux gens la liberté de s'organiser autrement, etc. C'est un peu d'où vient la mouvance. Sauf que quand tu l'exagères, tu finis par plébisciter la liberté individuelle comme si c'était la loi de la gravité, là. Et ça, c'est un problème parce que ça a tendance, chez Éric, entre autres, à faire en sorte que sa grille d'analyse est toujours la même partout. Or, les grands problèmes actuellement qu'on vit, c'est-à-dire le climat et le virus, sont des problèmes qui n'ont que des réponses collectives. Il n'y a aucun à ça. Tu peux dire à la rigueur, « Ouais, ben moi, je choisis de ne pas mettre de masque. » OK, mais je ne vois pas en quoi, tout à coup, tu fais partie de la solution, et la solution est par définition, dans le cas d'un virus, c'est encore plus clair. Alors, dans ce temps-là, les gens qui sont d'allégeance libertarienne ont tendance à nier le problème. Alors, la frange extrême va dire le virus n'existe pas. C'est pas du tout le cas d'Éric, qui est carrément un gars avec une excellente tête, qui s'en met aux faits, etc. Puis, dans le climat, c'est la même affaire, où là, il est plus douteux. Il y a de grosses réticences par rapport à la donnée environnementale. Puis ça, ben, il va falloir soit qu'il l'assume en disant « ben moi, j'adhère pas à ça », ou qu'ils disent « ben je suis bien au courant qu'il y a un problème avec le climat, puis voici ma réponse qui peut être différente de celle de la CAQ, par exemple. » Ça, ce sera à lui de voir. Mais cette grille-là peut lui nuire rapidement. C'est-à-dire que, moi, je prétends que tu ne peux pas être dogmatique en politique. Tu ne peux pas dire c'est toujours comme ça que ça marche. Parce que c'est impossible. Des fois, c'est à gauche que ça marche, des fois, c'est vers la droite que ça marche, des fois, c'est une idée au centre, des fois, c'est l'économie qui doit être mise en avant. C'est ça le débat politique. Mais si tu as toujours la même grille d'analyse, ça peut être problématique. Puis Éric a tendance, moi je l'ai vu, j'ai travaillé avec, à faire ça, à avoir une approche qui est très, oui, mais au final, liberté individuelle, etc. C'est pas une panacée universelle, ce n'est pas la loi de la gravité, c'est comme la liberté d'expression, très entichée des gens qui sont dans cette mouvance-là. La liberté d'expression, c'est pas en soi un droit comme c'est un droit qui a été acquis, inventé par l'homme. Le lion n'a pas la liberté de dire « je vais manger cette gazelle », puis la gazelle ne va pas devant la cour supérieure pour... Ça a été inventé par l'homme. Ça fait que la liberté d'expression tout azimut, ben il y a une erreur de logique là-dedans parce qu'elle est supposée servir la liberté d'expression. Ça fait qu'elle soit circonscrite, ça se peut. C'est pas impossible. Le débat, il a lieu là. Où? Comment? Dans quelles conditions? Mais c'est pas... bon. Fait que ça, c'est le troisième défi qu'attend Éric, c'est-à-dire son idée libertarienne va s'opposer, puis du moins dans la tête des gens, va s'opposer à la réalité qu'il y a des solutions qui n'affairent que d'être collectives. On n'est plus juste dans le privé ou le public pour la santé, là. On est vraiment dans des trucs où tu fais, si moi, je pogne le virus, je le donne à d'autres, et vice-versa. Si moi, je fais rien, puis je change rien, ben tous les chiffres de CO2, puis tout le fait qu'on a de plus en plus de monde sur la Terre, il y a un problème mesurable avec le climat. Est-ce que je nie le problème parce que je trouve que de façon individuelle, ça me brime, ou j'embarque dans le problème avec un bémol de liberté individuelle, avec une façon de faire cette transition-là. Ça va être l'autre défi. Alors moi, je pense que c'est les trois défis qu'Éric va avoir. Maintenant, au niveau des opportunités, je dirais, de un, il y a une opportunité à droite énorme, parce que, je veux dire, moi, tant qu'à moi, au Québec, nous n'avons que du centre et de la gauche. Qui est à droite? Absolument personne. Donc, il y a des gens qui sont de droite.
c'est pas être un paria que d'être de droite, bien au contraire. La méritocratie, c'est totalement valable, c'est très de droite. Le fait de penser qu'on est responsable de son sort, qu'on ne s'en remet pas tout le temps, ni au gouvernement, ni à la collectivité, c'est ça la droite. Ça a entièrement le goût, pas le goût, mais le droit de vivre, entre guillemets. Ça fait que moi, je pense qu'Éric peut arriver avec une approche qui serait droite-droite, j'y crois pas, je vous le dis honnêtement. Centre-droite, ce qui m'apparaît être le Parti conservateur du Canada, clairement, ça se peut. Il va y avoir des bémols à mettre de ce que je connais. S'il les fait, il les fait sincèrement. Il peut avoir un certain succès. Ils vont pas être surpris. Ça peut rallier du monde. Il va y avoir du bruit autour de lui, etc. L'autre affaire qu'Éric va amener, peu importe qu'il y ait un succès ou pas, il va inévitablement amener dans l'espace public des choses intéressantes. Oui, des fois, il va dépasser. Oui, des fois, et bien des fois, je ne serai pas d'accord, mais c'est quelqu'un d'articulé qui maîtrise à la perfection les codes des médias et qui va amener quelque chose qui manque énormément actuellement, c'est-à-dire que ça fait l'objet de ma chronique d'aujourd'hui à Bouchard par rapport à Tout le monde en parle, c'est que je regardais Tout le monde en parle, puis je me disais c'est un exercice de relations de presse. Je veux dire, le fait qu'il y a eu un seul débat hier entre la mouvance écologiste et le ministre de l'Écologie, Brunette, tu fais tout le reste, c'est juste comme on m'a informé de l'existence d'une émission de télé, d'un livre ou telle affaire, mais comment j'ai su, à travers un shot d'idées, ce qui s'est passé, la réponse, c'est rien. Puis, ceci étant dit, ce n'est pas un reproche. L'émission a le droit d'être ce qu'elle veut. Mais il reste que ça va être nécessaire d'avoir ça. Parce que sinon, les gens s'en vont vers le complotisme. Sinon, les gens s'en vont vers du pré-mâché épouvantable, faute d'avoir deux personnes qui débattent de la même réalité avec un point de vue différent pour aller de l'avant. Et ça, il va être très bon pour faire ça. Après qu'on ne soit pas d'accord, ouais, puis... Je veux dire, c'est pas parce qu'il dit que tout à coup, la vie vient de changer, c'est exactement le contraire. Ça fait que ça, c'est une autre opportunité qui existe pour lui, que je lui souhaite de capitaliser. Et puis moi, ben voilà, donc je suis très content qu'il prenne cette décision-là, parce qu'à un moment donné, être le gérant d'estrade, comme on fait tous dans les médias, c'est une chose. De dire là, maintenant, il y a du monde qui vont m'élire, puis qui vont dire, c'est toi qu'on veut que, alors qu'il y en ait un ou qu'il y en ait 1 million, c'est mérité. Moi, je trouve que c'est très louable de sa part. Et puis, il arrivera ce qui arrivera. Mais voilà. Donc, faites-moi part de vos commentaires. Merci, salut.